8h31 de retour aux matins éphémères. Dernière demi-heure pour vous situer. On est mercredi aujourd'hui, 15 juillet, ou on pourrait dire la journée des Rolling Stones à Québec parce que on sent une certaine fébrilité dans l'air. Cette dernière demi-heure, on va bien l'occuper avec Georges Goma qui est de retour avec nous. Bonjour Georges. Bonjour Caroline. De retour de Paris, je devrais dire. De retour même de Paris et content de retrouver Québec. Oui, effectivement, contente de te retrouver également. Je pense que c'était la canicule là-bas, entre parenthèses. Il y a eu la canicule avant que je n'arrive. J'ai eu la chance. Le thé était plutôt doux. À Paris, j'en ai profité au maximum. Excellent. Ce matin, tu as un invité de marque avec toi, Georges, le docteur Michel Mpandi, pharmacien biologiste, président du club Congo Pluriel, président de l'Association des Congolais du pays de Meaux. Ça, c'est, je pense, en région parisienne. Voilà. Bonjour, Monsieur Mpandi. Oui, bonjour, madame. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes, vous aussi, là, de Paris, donc de la région au Québec. Georges, j'aimerais qu'on parle un peu de la raison de ces... Évidemment, on va poursuivre là, notre chronique sur le coup d'État constitutionnel et Sassou Nguesso. Là, oui, tout à fait. Tu luttes ardemment pour qu'il décroche du pouvoir, mais j'imagine que ton invité est pas sans lien avec Sassou Nguesso. Mon invité, il va prendre la parole tout de suite pour dire un peu la raison de sa visite ici. Ouais. Et moi, je suis très 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 content de l'avoir ici parce que figure-toi, CKRL, écoutez, on l'avait bien mentionné ici, écoutez un peu partout puisque nous avons des réactions qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Europe. Et là, le docteur Mpandi évidemment suit CKRL depuis Paris. Il aura l'occasion de le dire là-dessus. Alors, pour nous, je crois que, comme on procède d'habitude, une série de chroniques sur une thématique bien particulière. Ouais. Et la thématique, c'est le Congo-Brazzaville avec le coup d'État constitutionnel qui est en cours en ce moment, avec une nouvelle avancée qui est en ce moment, il se tient dans une région du Congo, la région de la Lekumu et le district de Sibiti, d'où je suis natif. Il se tient ce que monsieur Sassou Nguesso appelle le dialogue national. Monsieur Pandi, peut-être sans exclusive, un truc comme ça, non? Voilà, dialogue national, théoriquement, mais enfin, je crois que c'est plutôt un monologue. Un monologue, voilà, tout à fait. Parce qu'on avait dit que la démarche de monsieur Sassou Nguesso depuis qu'il est revenu au pouvoir en 97, c'est une démarche nombrilique, c'est-à-dire que lui, il tire plutôt la vie politique congolaise à sa manière, à sa manière. Il n'y a jamais eu un espace de concertation qui mette au même endroit et l'opposition et le gouvernement que mène monsieur Sassou Nguesso. Il a toujours fait des choses par la force. Et là encore, malgré ce que nous dénonçons jusque-là, la communauté internationale qui s'est exprimée suffisamment. Alors, suffisamment. Oui, là, on parlait la semaine dernière avec ton invité, la journaliste... Morel Kanté. Oui, Madame Kanté. Madame Kanté. On parlait que Sassou Nguesso avait rencontré le président Hollande. Voilà, tout à fait. Bon, ça a pas eu plus ou moins eu de succès, là, sa rencontre, mais... un fiasco. Un fiasco, disons-le comme ça. Monsieur Mpandi, vous êtes français. Comment vous l'avez vécu, cette visite de monsieur Sassou Nguesso en France? Vous étiez à Paris à ce moment-là? Oui, j'étais à Paris. Bon, déjà tout d'abord, excusez-moi, parce que je voulais déjà vous remercier, déjà sur le travail que vous faites, cette radio communautaire que nous pouvons suivre grâce à la technologie sur Internet et être là dans vos murs, c'est une joie et surtout découvrir le Québec puisque c'est la première fois que je viens. C'est une joie parce que assez étonné, en tout cas une belle ville et je suis très content et je crois que je reviendrai encore visiter. Tant mieux. Cette ville où je me sens bien. Non, il faut dire que ce voyage de Sassou, c'est à la base déjà une provocation et surtout une injure au peuple congolais. Vous savez, un président qui arrive dans un pays et qui entre-temps distribue des billets de banque aux Congolais, aux étrangers, juste pour lui servir en fait de service d'accueil, c'est-à-dire que pour accueillir le président et le pire encore avec le drapeau rouge, l'ancien drapeau du Congo qui est le drapeau de son parti, donc au Bourget.
les gens sont partis de partout, donc donner l'impression qu'il est aimé, qu'il est adoré par les Congolais, mais c'est environ 150 €, donc à peu près $100 par personne distribués peut-être à des centaines de gens, juste pour aller l'accueillir. Bon, ça fait très mal, d'autant que lorsqu'on connaît l'état de délabrement du Congo, parce qu'en fait avec les $100, à peu près 100 à 150 $, on peut acheter un table-banc. Et au jour d'aujourd'hui, vous arrivez dans les classes du Congo, c'est des effectifs pléthoriques, des enfants assis à même le sol, des hôpitaux démunis, et on vient à Paris pour jeter l'argent comme ça. Ça fait mal. Ça dépasse l'entendement. Ouais. Ouais. Vous représentez le Club Congo Pluriel, l'association des Congolais. Est-ce que c'est des grosses associations? Vous êtes nombreux, les Congolais en France. Georges, lui, a choisi de venir au Québec en passant par la Californie. Vous êtes en France. Vous êtes nombreux? Ah oui, non, on est très très nombreux, c'est une forte communauté, et dans les pays de Mo, on doit être environ 300 personnes en Quand fait. même. Et effectivement, bon, malgré nous, parce que nombreux, lorsque nous venions en France pour nos études, l'objectif c'était effectivement de rentrer dans le pays. Et malheureusement, le pays ferme la porte à ses propres enfants. Et alors que ce sont ces enfants qui devaient contribuer au développement du pays, à la transmission, à l'augmentation du niveau technique, scientifique, de connaissances en fait de nos jeunes. Malheureusement, le pays a fait un autre choix, et ça nous coûte très très cher. Ah oui. Quand vous dites que le pays ferme la porte, je pose la question à Georges, parce que vous êtes dans la même situation les deux, là. Le pays ferme la porte. On a peur du savoir, on a peur que les gens éduqués reviennent changer les mentalités au Congo. Je crois que cela est fondé. Ils ont peur des personnes clairvoyantes. Ils veulent continuer dans la médiocrité, et puis le résultat, il est là. J'avais dit la dernière fois qu'on est visé, puisque quand on est sur les médias sociaux là, écoutez, les uns les autres réagissent et on dit vous êtes visés. C'est-à-dire que nous devenons, on fait de nous des ennemis, des ennemis. Alors que ce que nous proposons, c'est quand même, après avoir eu cette expérience dans des pays modernes et développés, quand même, c'est des choses qui pourraient être utiles au pays. Mais puisqu'on met au poste de responsabilité des gens qui n'ont pas de l'expertise, alors que voulez-vous? Comment voulez-vous qu'ils se comportent vis-à-vis des gens qui ont de la connaissance et qui peuvent réellement faire avancer ce pays-là? Et nous nous battons pour ça, Caroline, vous le savez très bien depuis là, nous nous battons pour cela, et avec le contexte actuel, je crois que nous y parviendra. Monsieur Mpandi, est-ce qu'une association comme la vôtre peut être... quel est l'objectif de vos associations? Est-ce que vous pouvez être proactif? Est-ce que vous avez une certaine influence? Si vous voulez, il y a deux associations distinctes, mais je prends Congo Pluriel. En fait, Congo Pluriel, son nom déjà l'indique, nous partons du principe que nous estimons que la diversité est une richesse. Et qu'avec cette diversité, c'est qu'avec cette diversité que nous allons développer notre pays. Ce que nous constatons, c'est ce qu'on appelle quasiment la médiocratie qui a été érigée en système de gouvernement chez nous, et accentuée par un phénomène qu'on appelle l'ethnocentrisme. Et c'est incroyable, mais la réalité, elle est ainsi. Vous verrez que au poste de responsabilité, et même pas toujours de responsabilité d'ailleurs, les recrutements ne sont faits que sur la base de l'ethnie. Et donc du coup, on exclut comme ça toute une partie de la population, malgré les qualifications que les gens peuvent avoir, on les exclut des postes de responsabilité. Et ce qui fait que, la conséquence, le pays stagne. Le pays stagne, là où sur des domaines où aujourd'hui le pays serait sorti vraiment du sous-développement, on continue plutôt à enfoncer le pays. Et donc nous, notre projet, c'est en fait faire en sorte que on puisse rétablir ce qu'on appelle que nous appelons la méritocratie républicaine, et surtout que la diversité au niveau de notre pays puisse s'exprimer. Ce qui n'est pas le cas présentement. Malheureusement, non. Malheureusement. Georges Sassou Nguesso, Georges ou Monsieur Mpandi, là, Sassou Nguesso est retourné dans son pays, dans votre pays, au Congo. Oui. La suite des choses? Il est retourné au pays, malgré le fiasco de Paris. Il continue, comme je l'ai dit, d'entrer, c'est-à-dire qu'il continue sa démarche, et l'étape supplémentaire a été la convocation de ce dialogue, ce monologue de CBT, donc,
à la Likoumou, et ça va se continuer. C'est-à-dire qu'après ce monologue-là, il va à la fin décréter que tous les Congolais sont d'accord pour aller vers un référendum. Et le référendum qui va consacrer une nouvelle constitution et qui va, n'est-ce pas, éliminer les verrous qui l'empêchent de se représenter pour la 3e fois à la présidence de la République, c'est-à-dire le verrou de l'âge. Au-delà de 70 ans, on peut plus se présenter. Et une fois qu'on a fait le 2e mandat, on peut plus aller vers le 3e mandat. Voilà ce qui dérange Monsieur Sassou Nguesso. Et tout ce processus, c'est pour en arriver là. Maintenant, il y a le plan A. Et le plan B, comme en toute chose. Le plan A, c'est qu'il arrive à éliminer ces verrous-là et qu'il se représente pour la 3e fois. Et c'est ça que les États-Unis, la France, les Nations Unies et l'Union africaine lui ont interdit de faire. Et le plan B, en fait, il peut garder aussi les choses telles quelles, mais en mettant son fils. Je me rappelle notre dernière émission, c'est en réécoutant l'émission Caro que j'ai en fait vu que tu avais une interrogation quand j'ai dit si Monsieur Sassou Nguesso veut positionner son fils, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Oui, j'ai eu un petit sursaut là. Voilà, ici, bien sûr, ton sursaut était tout à fait pertinent. Parce que l'exemple de la Corée du Nord est pas... Oui, non, mais je vais t'expliquer parce que j'ai pas donné cet éclaircissement. C'est tout simplement, j'ai parlé de la gouvernance électorale. Et cette gouvernance électorale, c'est celle qui doit mettre sur pied une commission électorale indépendante, Caroline, indépendante. Voilà la gouvernance électorale et revoir les listes électorales qui ont été biaisées à un niveau très élevé. Si on voit ces deux conditions-là, refaire les listes électorales qui, de façon consensuelle, et une commission électorale indépendante, tu penses-tu que Monsieur Sassou Nguesso aura mettre son fils sur la liste en tant que tel? Je crois que je suis pas sûr que les Congolais soient prêts à revoir un Sassou Nguesso au pouvoir. Ça, c'est dans les conditions démocratiques bien établies que j'avais dit que Monsieur Sassou Nguesso peut mettre son fils, et à ce moment-là, nous irons tous aux urnes et puis on va voir dans quelle mesure Monsieur Sassou Nguesso a raison. Vous êtes assez d'accord avec ça, Monsieur Mpandi? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais surtout dire une chose. Si vous voulez, il y a quelque chose qui m'a surpris, enfin, ce que j'ai eu comme information en arrivant au Québec, que le Québec a tellement d'eau que finalement, vous ne payez pas l'eau ici. C'est l'information que j'ai eue. La surprise, c'est quoi? C'est que le Congo, c'est un pays qui regorge d'eau, de grands fleuves, hein. Déjà, Brazzaville est au bord du fleuve Congo. Mais vous savez que en 30 ans de pouvoir, à 5 mètres du fleuve Congo, les robinets sont secs. Il n'y a pas d'eau. C'est terrible. Alors, donc, en 30 ans, il n'a pas pu apporter l'eau à 5 mètres de ce grand fleuve. Donc, du coup, aujourd'hui, dans Brazzaville, il faut faire des forages d'eau, enfin, c'est incroyable, impensable. Et il veut rajouter encore peut-être une 30aine d'années de pouvoir, mais pour faire quoi? Pour apporter quoi? Ça n'a aucun sens. Je vais rebondir là-dessus, Caroline, si tu me le permets. Quand tu dis, il y a des forages partout, alors qu'il y a l'eau à 5 mètres, on n'arrive pas à faire une adduction d'eau qui donne de l'eau à tous les Brazzavillois, pardon. Mais il y a aussi le problème de l'électricité. Or, Caroline, l'électricité. Nous sommes baignés par le fleuve le deuxième fleuve le plus puissant du monde après l'Amazonie. Oui, vous avez des ressources naturelles incroyables. Il faut le dire quand même. Mais tu viens dans la ville de Brazzaville, mais attends, tu vas avoir mal aux oreilles, parce qu'il y a des ronronnements partout dans tous les parcelles, les gens qui ont des groupes électrogènes. Donc il y a un bruit assourdissant dans toute la ville, le jour comme la nuit, puisque le gouvernement de M. Sassou Nguesso est incapable de donner du courant aux gens, et non seulement il y a cet aspect du bruit, mais il y a aussi l'autre aspect que tu achètes un réfrigérateur neuf, mais il va pas mettre un an, puisque les coupures du courant de façon intempestive, ça brise l'électroménager.
parce qu'on ne sait pas à quel moment le courant s'en va et à quel moment ça revient. Il y a toujours pas de régulateur de courant pour que amortir un peu ces allées et venues. J'imagine on parle pas d'internet et de l'information, de la circulation voilà. d'informations. Non, mais ça tout est fait pour que ça ne se développe pas. Et puis les incohérences, je vais vous dire, par exemple aujourd'hui ils sont à CBT pour ce monologue que le pouvoir a convoqué, mais vous vous rendez compte, dans cette ville, le pays vient de dépenser près de 438 milliards pour ce qu'ils appellent eux la municipalisation accélérée, mais qui en général consiste à construire quelques maisons, un stade pour faire le défilé, et puis le palais du président dans chaque région, palais qu'il n'habitera pas peut-être pendant 15 ans, personne n'y habitera, mais bon là il faut le construire. Mais vous vous rendez compte, tonnes de milliards dépensés, l'une des premières choses qu'on devait installer dans cette ville, c'est par exemple apporter du courant. Il y a un barrage qui est à moins de 100 kilomètres de là. On a dépensé des sommes folles. Cette localité est sans électricité. Donc c'est d'un non-sens. Et je vous assure que dans aucune, ça doit être peut-être la 10e ou la 11e année qui déplace comme ça par région, dépenser des milliards pour ce qu'ils appellent municipalisation accélérée. Il y a aucune bibliothèque. Aucune salle de spectacle pour dire tiens, pour la culture, il y en a aucune. Voyez-vous? Et donc, on se dit, mais s'il faut faire continuer ce système, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, par exemple, les Congolais, franchement, on pourrait vivre comme les gars de Dubaï. Hein. Franchement, avec les richesses que nous avons. Nous avons tout. C'est un pays béni des dieux. La terre est riche, la forêt, les richesses naturelles, nous avons tout. Et ensuite, on a une jeunesse qui est dynamique, des gens qui sont formés. Une belle jeunesse qui s'en va à l'étranger, malheureusement, les éléments. Parce que rien n'est fait. Est-ce qu'il y a des exemples, Georges ou Monsieur Mpadi, est-ce qu'il y a des exemples en Afrique de réussite où on a chassé des dictateurs? Parce qu'on sait que le Congo représente aussi certains pays africains. Hein, c'est typique là, de ce qu'on s'imagine de l'Afrique. Mais est-ce qu'il y a des exemples positifs sur lesquels on pourrait s'appuyer pour sortir le Congo de sa noirceur, si je puis dire? Oui, absolument. Non, il y a des exemples. Hein. Il y a des pays comme le Ghana, par exemple, qui sont quand même des exemples au niveau de l'Afrique, hein, même au niveau de l'alternance politique, ils ont démontré que effectivement, une alternance crédible pouvait être possible. Et dans une certaine mesure, le Sénégal, au Sénégal aussi, est un exemple pour beaucoup de pays d'Afrique où aujourd'hui il y a des universités qui fonctionnent, même dans le domaine de la communication. Moi, quand je me retrouve à Dakar, au niveau internet, ils n'ont rien à envier avec la France ou même le Canada. Donc il y a des exemples quand même en Afrique qui sont probants, et sur lesquels les Africains pouvaient s'appuyer sans pour autant s'inspirer de se dire que non, on s'appuie sur ce qui se passe à l'étranger ou en Europe. Il y a des exemples. Il y a des exemples en Afrique. Je voulais citer aussi le Cameroun juste à côté. Le Cameroun, en dehors du fait qu'ils ont aussi un dictateur, Paul Biya, qui est là depuis très 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 longtemps, un peu la même longévité que Denis Sassou Nguesso, mais sur le plan purement économique, il y a une dynamique économique tout à fait particulière au Cameroun qui draine quand même ce pays vers quand même des niveaux espérés de développement économique, et aussi les pays, beaucoup plus les pays anglophones, hein, ouais, les anciennes colonies anglaises s'en sortent mieux, peut-être. S'en sortent nettement mieux. Est-ce que c'est basé sur le fait du mode différentiel de la colonisation passée? Je n'en sais rien. Les Français, c'était l'assimilation, alors que les anglophones, c'était plutôt le protectorat. Donc, en regardant un peu à la loupe, est-ce que c'est ça qui fait que les anciennes colonies françaises ont beaucoup plus du mal à s'en sortir que les anciennes colonies anglaises? Enfin, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a des bons exemples en Afrique qui peuvent servir de locomotive, n'est-ce pas, par rapport au progrès en tant que tel. Mais qu'est-ce qui bloque la roue de l'engrenage? Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'on parle d'un dictateur contre des milliers d'hommes et de femmes qui luttent contre un régime dictatorial. Dans la balance, là, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas à le sortir du pouvoir? C'est quand même un homme, une personne
personnes contre des milliers, là. Moi, je pense que Monsieur Mpandi va s'exprimer aussi là-dessus. Bon, c'est pas simple. C'est assez complexe. C'est assez complexe dans ce sens que, le dictateur, s'il justifie de cette longévité, il y a quand même des gens qui l'ont soutenu, non, Caroline? Il y a des gens qui le soutiennent. Voilà. Et on le soutient aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pays aussi. On a parlé du Congo comme un pays, évidemment, qui est regorgé de matières premières. Donc, il y a des multinationales qui sont là. Et quand les multinationales sont installées, ces multinationales ont des gens sur qui ils comptent pour continuer à faire leurs affaires au Congo-Brazzaville. Et il n'est un secret pour personne que Elf, à l'époque, la société française qui exploitait le pétrole au Congo-Brazzaville, qui a mué en Total maintenant. Avant, c'était Total Fina Elf. Et comme le mot Elf continuait un peu à plomber un peu, ils ont carrément enlevé Elf, ça est devenu Total. Donc voilà une compagnie pétrolière qui représente beaucoup dans l'économie française. Il faut le dire aussi. Il n'y a pas que l'adversité interne au Congo, mais il faut voir aussi l'adversité externe par rapport à l'action de ces multinationales qui ont trouvé en Monsieur Denis Sassou Nguesso un partenaire incroyable, parce que Monsieur Lissouba, Pascal Lissouba, élu démocratique, le seul président jamais élu démocratiquement au Congo en 92, c'est Pascal Lissouba qui n'est resté que 5 ans et qu'on a foutu à la porte comme un malpropre, alors qu'il avait un projet qui tenait. Mais quand Monsieur Lissouba est venu au pouvoir, il a quand même commencé à réfléchir sur comment est-ce que le Congo pouvait, dans ses rapports avec les autres, c'est-à-dire ceux qui pouvait aussi tirer le maximum de ces liens économiques avec ceux qui exploitaient le pétrole chez nous. Ouais, Monsieur Mpandi, sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que Georges dit? Oui, effectivement, si vous voulez, Sassou Nguesso a été chassé du pouvoir par les urnes, voilà, en 1992. Donc après plus de 20 et quelques années de pouvoir, il s'est retrouvé avec 15% au niveau des urnes. Voilà que parti en exil en France, grâce au soutien effectivement de l'armée française, Monsieur Sassou est revenu aux affaires en 97 après une guerre sanglante. Donc, si vous voulez, ce qui fait que ces dictateurs se maintiennent contre des milliers de personnes, c'est les moyens dont ils disposent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous mettez ne fût-ce que l'information Télé Congo, quand vous la regardez, enfin, vous pouvez même pas la regarder 10 minutes tellement que la propagande sur le président, c'est tellement indécent que vous pouvez pas supporter. Culte de la personnalité. Voilà. Donc, au niveau armé, vous prenez par exemple le cas du Congo, si le Congo a 10 généraux ou 20 généraux aujourd'hui, les 15 viennent de la même région du président de la République. Donc, ils ont distribué les armes et ils gouvernent avec la terreur. Ils gouvernent avec la terreur. À savoir qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un ne peut pas librement critiquer Monsieur Sassou au niveau du Congo. On a vu des cas, notamment il y a quelques années, un ami qui a été quasiment massacré avec sa famille, Bruno Osebi. Oui. Et aujourd'hui, où des journalistes Madame Kanté, qui sont expulsés du pays, alors que ce sont des natifs du Congo. Et donc, voyez-vous, en fait, avec la terreur et aussi la peur, parce que si vous voulez, il m'est arrivé d'assister au Congo, d'être au Congo pendant qu'il y avait soit des élections, mais je vous assure que les gens ne vont pas aux urnes. Les gens ne votent pas. Et au final, 2-3 jours après, vous avez la proclamation des résultats avec des taux de participation. De 5%. 5% taux de participation. Voilà. Et on est content de proclamer qu'on a gagné les élections et on continue sa politique. Oui, je ris là, mais c'est vraiment pas drôle. Ah non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Tout à fait. Écoutez, messieurs, c'est un plaisir de vous avoir avec nous, Monsieur Michel Mpandi. C'était un plaisir. J'espère que vous allez passer de belles vacances au Québec. Je ne sais pas si c'est pour les vacances, mais que vous allez certainement profiter du Québec. En tout cas, absolument. On va aller visiter les chutes du Montmorency. Voilà, un incontournable. J'ai déjà visité la vieille ville. Voilà, tout à fait. Le château Frontenac. Oui, un incontournable aussi. Il y a les Rolling Stones ce soir. Les Rolling Stones. Ben voilà. Sur les plaines d'Abraham. Ben voilà, un bon programme pour ce soir pour M. Mpandi. Ouais, un peu de festivité après avoir parlé de Sassou. On a envie de se changer un peu les idées. Voilà. Georges Goma,
merci beaucoup. On se Merci, retrouve Caroline. la semaine La semaine prochaine. prochaine. Docteur Michel Mpandi, pharmacien biologiste, président du club Congo Pluriel et président de l'Association des Congolais du pays de Meaux, était avec nous ce matin là, pour nous parler de ce coup d'État constitutionnel. Voilà.